Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre sur télé. Nous abordons maintenant la tribune réservée au décryptage de l'actualité nationale et internationale, bien évidemment. C'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforikan. Bonsoir. Bonsoir, Oumyad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. Eh bien, le président de la République, le président Patrice Talon, a reçu des mains du président de la Commission béninoise des droits de l'homme le premier rapport annuel donc, de cette institution nationale de protection et de veille, bien évidemment, en ce qui concerne les droits au Bénin. Ce premier rapport, le président de la République le dit si bien, c'est un test de crédibilité en ce qui concerne ce qui se fait au Bénin. Déjà, la Commission béninoise des droits de l'homme, la pertinence. Ah oui, la Commission béninoise des droits de l'homme, c'est une émanation de la Charte africaine et des droits de l'homme et des peuples, annexée à notre Constitution. Donc, qui fait partie intégrante de notre Constitution. Donc, la création de la commission des commissions nationales des droits de l'homme fait suite à l'adoption en 81 de cette charte qui est entrée en vigueur entre-temps et que nous avons annexée à notre Constitution. Il y a eu une commission des droits de l'homme qui a existé sous le PPB, puisque quand il parle de charte africaine, c'est depuis 81. Oui. Et donc, par exemple, en 1990, pour la conférence nationale, certains membres y étaient au titre de la Commission des droits de l'homme. Par exemple, à la Sénat de 95, certains membres y étaient au titre de la Commission des droits de l'homme. Le premier président de la Sénat de 95, M. Saïd Abantou, était justement président de cette commission et donc était président de la Sénat. Il a été 2 fois. C'est pour dire que la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas nouvelle. Entre-temps, il y a eu une réforme, il y a eu une réforme, une restructuration, et une nouvelle loi qui a essayé donc de rétoffer la composition, de restructurer. Et donc, la nouvelle commission a été installée il y a un peu plus d'1 an. Tout à fait, donc, en 2018, voilà, prêté serment, et puis le 3 janvier, installé. Voilà, donc vous comprenez donc que nous revenons de loin. Ça fait il y a longtemps que le Bénin n'a plus de commission béninoise des droits de l'homme. Alors donc déjà, le gouvernement du président Patrice Talon peut déjà être fier d'avoir remis sur les rails cette institution, la commission béninoise des droits de l'homme, parce que la loi a été votée depuis le régime précédent. La structure aurait dû être installée depuis lors. Donc c'est un pas. Ensuite, nous avons été tout le temps présents à certains rendez-vous africains, notamment par notre absence, par l'absence de cette institution et par l'absence des rapports conséquents de l'institution. Je pense que donc le fait de recevoir ce premier rapport est une avancée énorme dans le processus actuel, donc pour le Bénin de se repositionner en cette matière sur le plan international, surtout en ce moment où certains compatriotes se permettent de salir un peu l'image du Bénin. Est-ce que c'est le vide que créait l'absence d'une telle institution qui fait que, bon, on a plutôt des ONG qui jouent un certain rôle dans notre pays en ce qui concerne la protection, en ce qui concerne la veille au niveau, en ce qui concerne les droits de l'homme? Non, vous savez, normalement, ces structures ont vocation à exister pour centraliser un peu, pour une sorte de coordonner. Parce que autant on ne peut pas interdire aux ONG de fonctionner, de se battre, autant j'estime que ce que vous appelez la société civile n'a pas à se mêler, se gérer des questions de gouvernance, qui est politique, parce que les acteurs sont bien connus, mais autant en matière de droits de l'homme, c'est ouvert. C'est ouvert parce que l'État a vocation à l'État a vocation à violer les droits parce que c'est lui qui assure la régulation. C'est lui qui assure la garantie de la liberté de chacun. Et dans cette garantie de la liberté de chacun, il peut y avoir abus. La preuve, quand vous écoutez le rapport, le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, tout en reconnaissant les énormes efforts faits ici et là, a dit quand même qu'il y a des cas de violation. C'est normal parce que lorsque la force publique intervient, il y a parfois d'abus. Donc, il faut bien que au-delà des structures de l'État, qu'il y ait des structures privées, indépendantes, qui essayent donc de regarder et créer l'alerte où saisissent les structures. Donc, le fait que la commission béninoise des droits de l'homme existe n'empêche pas que les autres commissions puissent les autres organisations, les autres structures puissent exister. Non, ils existent, mais normalement,
puisque certains appartiennent à la Commission des droits de l'homme. Exactement, parce que de leur exactement. appartenance à une ONG, il doit y avoir une centralisation. Ça, j'ai appartenu à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, où cette question n'a pas été réglée. Heureusement que cette loi a été revue, parce que quand vous êtes dans une structure du genre, et l'autre structure qui participe à la coordination, qui doit rendre compte aux structures à travers laquelle il siège, et ne le fait pas, il y a doublon. Parce que non seulement il siège comme s'il siégeait en tant qu'institut personnel, et après, il se retrouve encore dans son ONG et il agit, et que ça fait redondance. Donc, ce n'est pas parce que, effectivement, l'absence de la Commission des droits de l'homme pendant longtemps, pendant un bon bout de temps, a laissé un peu la place à beaucoup d'initiatives individuelles et parfois cacophoniques. Je pense qu'aujourd'hui, avec les rapports de cette institution, qui doit faire foi, on doit dire que le vide, en principe, doit pouvoir être comblé. Sauf que, là encore, et ça c'était intéressant, la dernière fois, vous avez écouté le professeur Djobounou, quand il a lancé un de leurs séminaires, en mettant l'accent sur les différents types de rapports, j'ai écouté le président Kapochichi de la commission qui évoquait également les différents droits, parce que quand on parle des droits... Les droits catégoriels, les droits individuels... Il faut non seulement il faut les évoquer, il faut donc savoir qu'il y a plusieurs types de droits et que autant chacun peut en revendiquer pour soi, les droits individuels, autant la communauté peut en revendiquer pour elle. Et donc, il y a un travail de régulation que quelqu'un doit pouvoir gérer là où mon droit, avec toute ma suffisance, ma proéminence, tout ce que je veux, là où mon droit doit s'arrêter, là où il commence, là où il s'arrête, pour que votre droit puisse exister, pour que notre droit de vivre ensemble, dans nos différences, dans nos différences de religion, dans les différentes de régions, dans nos différentes de langues, dans nos différentes de culture, mais pour que nous vivions ensemble, il faut encore un autre droit. Donc, il y a toujours cet équilibre qu'il faut chercher. En tout cas, vous avez commencé par le dire, effectivement, dans ce rapport, il a été mis en exergue donc des violations de droits des citoyens. On a parlé quand même d'un droit qui semble peut-être pour certains nouveau, le droit au développement. Existe-t-il un droit au développement? Mais si vous n'avez pas le droit au développement, mais quand nous parlons de l'asphaltage, quand nous parlons de l'école pour tous, quand nous parlons de repas quotidiens, d'abord, parlons tout simplement des 5 besoins fondamentaux. Parlons après donc de l'obligation pour tous d'aller à l'école. Parlons de l'obligation d'avoir le droit à l'environnement sain. Parlons donc, il y a un certain nombre de préalables. Et quand vous l'avez, ça permet, ça facilite votre existence, votre développement personnel, psychique, moral, spirituel. Le droit à appartenir et à pratiquer le culte de son choix. Donc tout ça participe du droit au développement. Donc c'est un ensemble, quand on dit le droit au développement, c'est un ensemble de droits individuels comme collectifs qui concourent à ce développement-là. Le droit le droit à une identité, le droit à la vie, le droit à une langue, le droit à une nationalité. Donc il y a suffisamment de droits en la matière qui, je pense, regroupés, constituent ce droit au développement. Très bien. Le chef de l'État dans... Vous savez, je juste dis que, en fait, pour comprendre tous ces droits, je pense qu'il faut lire les pactes jumelles de 66, les pactes sur les droits civils et politiques, et puis les droits économiques et sociaux, voilà, culturels. Voilà. Donc, il faut, avec les pactes jumelles, en lisant les pactes jumelles, en voyant les droits consacrés par les pactes jumelles de 66, qui viennent compléter la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, vous verrez bien que, oui, l'individu a une palette de droits, mais qui s'imbriquent dans les droits collectifs et qui font que nous devons sanctifier l'État. Sanctifier l'État qui est l'organe de régulation. Quand on dit l'État, c'est la structure. Oui. À la tête de la structure, c'est la superstructure. Et il y a les structures qui sont les institutions qui permettent à l'État de s'exprimer. Et justement, nous devons mettre en place des structures viables pour assurer cette coordination, cette régulation des droits, mais également des structures auxquelles nous dérogeons, les structures qui jouent bien leur rôle, parce que les textes ont été rédigés et que les citoyens que nous sommes sont
aptes sont suffisamment disciplinés pour les respecter. Très bien. En tout cas, on ne peut pas occulter cette adresse du chef de l'État au commissaire, donc également au président donc, de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le chef de l'État qui rappelle, par exemple, que la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas venue pour se substituer, par exemple, à la Cour constitutionnelle et aux juridictions compétentes pour juger donc de la violation de tel droit ou tel... C'était important de pouvoir rappeler cela. Oui, dans le contexte actuel, dans le contexte où parfois l'analphabétisme fait que beaucoup de personnes lisent, et très peu de personnes lisent pour comprendre, et les rumeurs se circulent, les rumeurs se font ils ont un effet viral tel sur la toile il est important toujours de ramener les choses à l'endroit. Dans le cas d'espèce, la commission a une mission. La commission n'est pas une cour. C'est pas un organe délibérant. La commission connaît, analyse, fait ses rapports, alerte. Mais la commission ne juge pas des cas. Et donc, c'était important d'attirer l'attention des commissaires là-dessus et en même temps du peuple. Pour que les gens sachent que lorsqu'un droit est violé, ce n'est pas la commission a priori. Lorsqu'un droit est violé, c'est aux organes de recours, aux organes étatiques que j'évoquais tout à l'heure, à charger d'assurer la régulation de ce droit pour que j'ai gain de cause. Parce que lorsque mon droit, c'est justement parce que dans l'action publique, il est normal, il arrive. Donc, il est conçu qu'il y ait violation, qu'il y ait abus. Il faut bien que quelqu'un constate l'abus. Vous voyez, quand on parle de justice, pourquoi il y a plusieurs niveaux de juridiction? Pourquoi il y a encore le démembrement tribunal de commerce, tribunal administratif, tribunal social, la cour qui connaît des affaires sociales, parce que la cour qui connaît des affaires des mineurs, parce que justement, tout le monde ne peut pas débattre de tout. Donc, lorsque certains droits sont violés, il faut aller vers ces instances pour plaider sa propre cause. Parce que quand vous allez vers la commission va sans doute enquêter et alerter. Mais la commission ne jugera pas. La commission dira que votre droit... Or, lorsque vous allez dans les juridictions et vous avez gain de cause, mais ça c'est la manifestation de la démocratie. C'est la norme, c'est ce qui est normal. Les pays européens, beaucoup de citoyens vont à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont gain de cause. Et ils sont remis dans leurs droits. Parfois l'État s'oppose à certaines décisions de droit. Parfois il y a cacophonie. C'est normal. Donc, c'est la dynamique des structures. Parce que on a sanctifié le droit du citoyen, le droit individuel, mais on sait bien qu'on ne peut pas non plus que se consacrer à ces droits individuels. Parce que si vous ne consacrez que des droits individuels, vous risquez d'être bloqué. Parce que le droit individuel, à une information, peut s'opposer au droit de l'État à préserver et à tout trouble à l'ordre public, par exemple. Lorsque on confronte le droit à l'information et le droit de régulation de l'État contre les troubles à l'ordre public, par exemple. Donc, assurer la sécurité des citoyens veut dire que l'État veille à prévenir les troubles à l'ordre public. Et donc, en veillant à prévenir les troubles à l'ordre public, ça peut toucher à des droits individuels. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas aussi facile, c'est assez complexe. C'est pour ça que chacun doit rester dans sa ligne, dans sa sphère, enfin, dans son rayon, pour ne pas marcher. Et, en de moments, il doit collaborer pour que il y ait une convergence d'action vers surtout la satisfaction de ses droits. Très bien. En tout cas, l'occasion était donnée au chef de l'État de revenir sur l'idéal du choix démocratique. Donc, cette option faite en 1990, le chef de l'État qui estime que, par exemple, l'adhésion populaire et l'élan démocratique sont souvent faussés parce que, justement, dans notre pratique quotidienne, il se fait que nous voyons en train de porter des empreintes négatives sur l'autorité de l'État et sur le respect des libertés et de la loi au Bénin. Oui, parce qu'il y a une grosse confusion. Et le drame, c'est pas la confusion, c'est pas au niveau des populations à la base. Moi, je me rappelle en 90, après la conférence nationale, je l'ai raconté une fois, mais les gens brûlent les feux et disent c'est la démocratie. Les gens, ils injuriaient les policiers au carrefour. Ils disent mais c'est la démocratie. Oh, tais-toi, c'est fini. Maintenant, nous sommes en démocratie maintenant. Comme si la démocratie, c'est ça, le désordre, l'anarchie, l'absence de loi, l'absence de l'État. Non.
La démocratie, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça là. Donc, ce chef d'État a bien fait. Et l'éducation à la démocratie, l'éducation à la vie, au civisme, à l'État, aux institutions de l'État, tout ça manque aujourd'hui parce que vous voyez des gens. Et c'est quand même un des rôles dédiés aux partis politiques. Ça fait partie, justement. Quand vous lisez un peu le financement des partis politiques, c'est dedans. Voilà, l'éducation civique, ce fonds-là sert aussi à ça. Normalement, mais bon, depuis quand nous finançons les partis politiques, je ne Bon, faut pas écœurer les 2 ou 3 partis qui sont là actuellement, ou les 12 qui sont déclarés pratiquement. Non, c'est pas là le problème. On n'a pas connu des partis. On avait suffisamment de clans et de sous-clans politiques des chapelles. Il y en a tellement enfin, dans une famille, on ne sait pas comment les partis il y avait. Donc, du coup, comment vous voulez bâtir quelque chose de sérieux là? Donc, il n'y avait rien à attendre de cela. Ce qui est important à savoir, c'est que tant que l'éducation à l'État, tant que le respect, je vous l'ai dit tout à l'heure, si moi j'étais élu, il doit parrainer, excusez-moi cette digression, un candidat à l'élection présidentielle. La seule question que je lui pose, c'est de me faire un exposé sur sa vision de l'État et des institutions de l'État. Quand il va ébaucher sa belle théorie idéaliste, je vais lui dire maintenant, est-ce que lorsque une décision est prise en dernier ressort, est-ce que le rôle de l'intelligentsia, c'est de l'affronter au point de bloquer le système, ou alors de respecter et de continuer sa lutte pour les changer? C'est à dire quoi? Nous devons apprendre à déroger. Lorsque, par exemple, dans les grandes démocraties, vous n'êtes pas d'accord pour un test, vous manifestez, vous faites des contre-propositions, justement le test est voté, vous faites vos pressions entre le vote du test, entre le contrôle de constitutionnalité peut-être, entre la publication, la promulgation et la publication. Mais quand c'est publié, c'est terminé. Ça s'applique comme loi d'État. La guérilla contre les lois n'est pas républicaine. Ce n'est pas un comportement patriotique. C'est de l'anarchie. Enfin, c'est un affront. C'est une absence de respect. C'est un manque de respect à l'État et aux lois de la République. Donc, quand vous faites une guérilla contre une loi régulièrement votée, vous n'êtes pas citoyen. Et si on n'a pas de paramètres, si on n'a pas mis en place des outils pour extraire de la citoyenneté, vous savez, François Hollande, un homme de gauche, président socialiste français, était allé jusqu'à imaginer qu'on puisse refuser la nationalité française à certains terroristes. Mais la gauche française n'a pas compris. On dit lui un président, lui un élu de gauche, lui un homme de gauche. Mais ils ont oublié qu'au pouvoir, c'est plus un homme de gauche, c'est un chef d'État meurtri, désabusé peut-être. En se disant, mais quand même, on les éduque. La liberté, oui, mais c'est quand même pas le droit de se prendre aux autres. Donc, on doit, au grand mot, les grands remèdes. Je pense qu'on doit apprendre à notre intelligence d'abord le respect de l'ordre que nous avons accepté, la démarcation entre les lignes, où est notre liberté commence où, s'arrête où, et l'autre, le droit c'est où, et le devoir c'est où. À quel moment on les confronte? C'est trop facile. Quand les gens sont au pouvoir, ils vous éditent plein de trucs. Et ouais, regardez aujourd'hui, il y en a qui sont dehors, qui sont le contraire de tout ce qu'ils ont prôné. Ils ont déjà entendu quelqu'un dire que la justice, que le pouvoir était divin. Ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le pouvoir est divin. Et aujourd'hui, il fait pas ceux qui déblatèrent contre l'État. Ça pose un problème. Ça pose un gros problème. Et ce qu'on lui reproche, il n'a même pas eu le courage de rester et d'aller vers la justice de ce pays. Ça veut dire quoi? Lui, garde des Sceaux, ancien garde des Sceaux. Il ne croit même pas à la justice. Comment vous voulez croire en un système où le dirigeant lui-même, il n'est fort que quand il est dirigeant, et après, dès qu'il cherche des dirigeants, il disparaît en disant que le système est mauvais. Il y a quelque chose qui est mauvais. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et c'est le vrai droit. Les vrais droits de l'homme seront respectés lorsque on sera d'accord tous sur l'étendue de ces droits, sur leur ampleur et sur leurs limites. Très bien. Il y a quand même un défi à relever, Agapit Napoléon Mafori, quand on suit un peu cette cette recommandation de la Commission béninoise des droits de l'homme. Le Bénin reste le seul pays francophone depuis 2007 ne disposant quand même pas d'espace au niveau auprès des Nations Unies. C'est quand même... Parce qu'on n'avait plus de Commission béninoise des droits de l'homme. Tout simplement. On n'en avait plus, il n'y a pas de rapport adopté, on n'est pas présent aux rencontres internationales, bon voilà, notre siège est vide, si le siège est vide, on ne peut rien.
Il faut relever donc c'est pas le ministre qui doit siéger à la place de la commission. C'est tout sauf ça quand même. Donc, depuis 2007, et donc la décennie Yahi, pratiquement toute la décennie Yahi, comme je vous l'ai dit, les textes ont été revus sous justement cette décennie-là, mais la structure n'a été installée que sous le président Talon. Très bien. Voilà, on va finir, on va toujours parler certainement de liberté, de démocratie, parce que vous le savez, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sort le Bénin de la liste donc des pays d'origine sûre, bien évidemment, et donc le Bénin vit un sursis de 12 mois, puisque cette suspension dure 12 mois. Déjà, c'est une insuffisance notoire quand même pour le Bénin. Ce n'est pas bon, Agapit Napoléon Maforican. Bon, enfin, écoutez, je ne connais pas les critères, et donc je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais bon, je dis, vous savez, lorsque la FIFA, lorsque les pays veulent mettre de l'ordre dans leur structure de football, je suis de ceux qui estiment que lorsqu'il y a déjà dans un pays, en tant qu'autorité, vous mettez tout ça sous boyau, sous boisseau, vous fermez la baraque d'abord, vous mettez de l'ordre et après vous invitez la FIFA à venir pour valider les nouvelles structures. Elle peut imposer après ses règles. Mais quand, regardez aujourd'hui le football, depuis la réforme au niveau du sport, notamment au niveau de la fédération péruvienne de football, est-ce que ça ne tourne pas? Mais il a fallu mettre fin aux pagailles existantes et au prix de soubresauts. Donc, bon, on n'a pas été... Ça veut dire que l'Office français ne prend pas en compte les réformes qui sont menées au Bénin? C'est son problème. Moi, je ne sais pas quels sont ces... Moi, je ne connais pas quels sont ces critères. Et justement, mais j'estime simplement que le Bénin est une dynamique. Et si, par exemple, c'est les récriminations de nos compatriotes qui sont dehors... Il semble qu'il y a beaucoup de demandes d'asile maintenant. Oui, mais bon, moi, vous savez, quand je ne connais pas trop le dossier, je n'ai pas envie de m'avancer. Vous savez, les gars, aujourd'hui, profitent de toutes les situations. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore vraiment à la plume, j'étais à un voyage d'études dans un pays où, à la direction des affaires, à la direction de l'Afrique de l'Ouest, justement, où nous parlions justement donc de l'état de la démocratie dans ces pays-là. On est clairement... Bon, alors, il y a des gens qui continuent à l'époque de demander d'asile du Bénin. Ces pays, ils ont dit non, nous on ne peut pas, parce que ce pays respecte un certain nombre de critères démocratiques. Et donc, les élections sont transparentes, les élections sont régulières, l'alternance, il y a une presse qui tourne, il y a les institutions, judiciaires qui sont libres. Tant que ça tourne, il n'y a pas de raison que nous vous considérons comme des... Vous pouvez être des réfugiés économiques, mais pas des réfugiés politiques. Donc, il y a eu cette idée, je me rappelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que nous avons changé de régime? Est-ce que le chef d'État est là, sans mandat? Est-ce que notre assemblée est là, sans mandat? Les gens parlent des assemblées monocolores. Soit, il peut dire monocolore ou bien sans colore. Mais le problème, c'est est-ce qu'il y a eu coup de force? Chaque pays vit ses soubresauts. Chaque pays vit son évolution. Chaque pays vit son développement. Donc, si moi j'estime que, sans rentrer dans le fond, ça c'est les décisions au niveau supérieur peut-être de l'État, mais en tant qu'analyste, moi j'estime que bon, l'Office, si ça n'empêche pas le Bénin d'aller et de venir, si ça n'empêche, c'est juste pour offrir des places à des gens qui veulent quitter leur pays, bon, ils n'ont qu'à le faire. Moi je pense qu'on a une belle diaspora dehors, ceux qui veulent déblatérer sur le pays, mais s'ils déblatèrent sur le pays, et ils reviennent après pour dire qu'ils veulent diriger le pays, il y aura des gens pour leur rappeler que quand vous ne pouvez pas vous-même déroger à une autorité, vous ne pouvez diriger personne, parce que l'autorité se fonde sur la raison, c'est vrai. Mais si vous, qui êtes en tant que gouverneur, vous qui êtes en face de l'autorité, vous la brutalisez, ou bien vous la galvaudez, vous la banalisez, lorsqu'on vous donnera le pouvoir, comment vous voulez, ce que vous avez traîné devant vous pour banaliser, galvauder l'autorité, comment vous allez après les convaincre pour exercer ce pouvoir? Et donc, tout comme le porte-parole du gouvernement du Bénin, vous estimez, vous posez la question de savoir est-ce que ce n'est pas le résultat d'un certain nombre de choses que certains de nos compatriotes disent à l'extérieur, notamment, nous connaissons un recul en termes de liberté, par exemple. Comme j'ai dit, ce sujet au niveau supérieur, mais moi je suis un analyste, donc je pose un certain nombre de trucs. Je dis, si c'est par rapport au nombre de demandes de vie, je dis, il y a plein de personnes qui profitent de cette situation. Il y en a qui voyagent pour le sport qui ne rentrent plus. Ils disent leur pays, ils sont en danger. Il y en a qui voyagent pour la musique qui ne rentrent plus. Ils disent qu'ils sont en danger. C'est pas nouveau.
Bon, maintenant, ces gens profitent des situations, ils ont des problèmes de justice, ils courent, ils disent qu'ils sont en danger. Ils ont des problèmes, ils sont en faillite, ils courent, ils disent qu'ils sont en danger. Ils ont des trucs, ils courent, ils disent qu'ils sont en danger. Bon, si c'est ça qui est que le Bénin doit dégringoler, oui, pourquoi ne pas dégringoler? Tant que ça n'empêche pas les Béninois d'aller devenir, ça n'empêche pas nos enfants d'aller à l'école, il y en a d'avoir le cantine scolaire, donc ceux qui n'avaient pas de repas chauds, ils en ont. Ça, nous circulons librement dans le pays depuis 5 ans pratiquement, où la police est devenue vraiment républicaine, et elle vous conseille plus qu'elle ne vous taille comme avant. Donc, les tracasseries ont disparu pratiquement, je dis pratiquement. Alors, dans beaucoup de secteurs, on a connu beaucoup d'améliorations à l'interne. Donc, il n'y en a pas. Prenons un à un. Je dis, ceux qui veulent faire le débat n'ont qu'à venir faire le débat. Donc, si tant qu'à l'interne, on a cette situation, pour à l'extérieur, je pense que... Est-ce que la coopération entre le Bénin et la France porterait... Non, pas du tout. Non. Au niveau de la coopération, il y a les choses ne se gèrent pas de cette manière-là du tout. Je pense qu'en matière de coopération, il y a d'autres paramètres qui sont en jeu. Ici, c'est un office, ils ont fait leur proposition. C'est eux qui décident, c'est eux, ils parlent du Bénin. La Chine, les gens, tout le temps, la Corée du Nord, les gens ont tout dit, le système fonctionne. Il n'y a pas un président occidental qui, quand il est élu, il fasse son voyage d'état en Chine, avec plein d'opérateurs économiques derrière. Et pourtant, il déblatait sur le système chinois depuis des décennies. Hein? Ça n'a jamais, et pourtant, ils sont aux petits soins pour les affaires économiques, pour les commandes chinoises. La Corée du Nord passe des commandes. Pourtant, c'est vrai que quand vous parlez de la Corée du Nord, certains sont choqués. Personne n'a été choqué. Personne n'a été choqué. Nous parlons, chaque pays vit ses réalités et chaque peuple vit son environnement. Donc, le Bénin vit sa démocratie et elle est d'ailleurs enviée dans beaucoup d'autres pays, par beaucoup d'autres peuples. Il suffit de sortir pour entendre. Donc, qu'il y ait quelques difficultés de remise en cause de vieilles pratiques rétrogrades, par exemple, et ça on comprend, aucun changement n'est facile. Et bon, donc, c'est ça qui va permettre à des structures, ici et là, de nous mettre un peu, bon, je pense que le chef d'État l'a dit, il est temps, peut-être qu'on puisse se regarder en face pour voir concrètement où nous sommes réellement, au lieu de nous contenter de prébendes, de flatteries, de berceaux de la démocratie, alors que c'était déjà parfait, un berceau. Donc, je pense que c'est un choix à faire, et nous sommes sur le choix. À mon avis, tant que ça n'empêche pas d'aller devenir, je pense que le gouvernement va travailler sans doute à démontrer aux gens que, évidemment, le Bénin est un pays de droit, et tout simplement, la Commission béninoise des droits de l'homme dont nous venons de parler, le rapport reçu montre que ce qui n'a plus été fait depuis 2007, et en 2020, donc 13 ans après, c'est fait. Je pense que dans beaucoup d'autres domaines, ces choses-là vont se manifester et montrer que le Bénin avance. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Donc, c'est la fin de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce mercredi 7 octobre 2020. Vous suivrez après nous Les Filles de la Mafia. C'est votre feuilleton que vous retrouverez donc à partir de 21h sur nos antennes. Echo 5, votre tranche à partir de 21h30. Et puis, vous n'oubliez pas votre rendez-vous avec Stanislas Benokpo à moi. C'est à partir de 23h. Raconte ta journée. Vous nous suivez sur le www.etelebénin.com, sans oublier notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé Live, et puis vous pouvez télécharger notre application ETélé Bénin et vous nous suivez un peu partout. Agréable suite des programmes sur nos antennes.